La santé est notre bien le plus précieux, il nous appartient de la préserver. Bienvenue dans Les Lois Naturelles, le podcast dédié à la naturopathie et la cuisine santé, dont l'objectif est de promouvoir la santé intégrative. Je suis Camille Langlais, naturopathe certifiée spécialisée en naturopathie de l'enfant. Chaque jeudi, je vous retrouve en solo ou aux côtés de l'un de mes invités pour des conseils pratiques en santé naturelle, des témoignages de vie ou encore pour donner la parole à des praticiens et thérapeutes experts en leur domaine. Si le podcast vous plaît, pensez à laisser un avis, des étoiles, des cœurs ou toute autre manifestation d'amour sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour valoriser mon travail et contribuer à promouvoir la santé intégrative dans le monde. Bonne écoute! On entend souvent dire que pour être en bonne santé, il faut mettre plus de vivant dans notre assiette. C'est en tout cas ce que prône la naturopathie. Le cru a donc toute sa place dans notre assiette. Il est source d'énergie, de vitalité et de bien-être, mais soyons honnêtes, au-delà des carottes râpées, du concombre ou de la traditionnelle tomate mozza, on manque souvent vite d'idées. Alors, comment varier les plaisirs, découvrir de nouvelles saveurs et surtout intégrer facilement plus de fruits et de légumes crus dans notre quotidien, sans y passer non plus des heures ni transformer nos vies en plan de bataille alimentaire? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Ariane, fondatrice de l'école de cuisine des Croquantes. Ariane est une véritable pionnière de l'alimentation vivante. Elle a l'art de rendre la cuisine crue à la fois simple, savoureuse et joyeuse, et de montrer qu'il est possible d'en faire un allié santé du quotidien, surtout sans prise de tête. Bonjour Ariane. Bonjour Camille. Merci pour cette belle présentation. Avec plaisir. Merci à toi d'être présente dans le podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Pareil, ravie d'être là aussi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer aux auditeurs ton parcours et puis ce qui t'a mené à la cuisine et puis après à la création des croquantes? Ouais. Faut dire que je me suis j'ai un peu toujours été sensible à l'alimentation, je pense, de par mon histoire, mes parents, etc. Ma mère faisait des commandes groupées bio quand j'étais toute petite, parce qu'il n'y avait pas les magasins bio à l'époque. Donc, voilà. Mais donc, le terreau était là. Et puis, en fait, c'est vraiment à un moment donné, à 25 ans, où j'étais déjà végétarienne, sans gluten, je faisais du yoga, donc je cochais pas mal de cases de la société. Puis à un moment, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. T'es censé, d'après ce que te dit la société, t'es un peu censé être au sommet de ta vitalité, au sommet de tout est possible, de ta vie, etc. Et en fait, c'était pas du tout le cas, dans le sens où j'avais plein de petits symptômes qui m'empêchaient de fonctionner au quotidien. Et ce qui est presque ennuyeux dans le sens où quand t'as alors attention, ça veut pas dire que c'est bien d'avoir des grosses pathologies, mais quand t'as une grosse maladie entre guillemets, t'as plus facilement des réponses, t'es plus facilement aidé par le corps médical, alors que quand t'as plein de petits symptômes, ils savent pas t'aider. Quand t'as des migraines, la constipation, des insomnies, la frilosité, etc. Ça, il y a que la naturopathie qui en parle. Oui, parce qu'en fait, on n'est pas dans la pathologie en fait. Ouais. On est quelque part dans ce qu'on pourrait après appeler la pré-pathologie. C'est ce qui mènera peut-être plus tard, sans réforme d'hygiène de vie, sans prise en considération de ces manifestations, peut-être à une pathologie. Donc il y a pas d'étiquette, quoi. Exactement, mais en fait, c'est plus tard que je me suis rendu compte, en analysant tous ces symptômes, que en fait, c'est pas parce que la société n'en fait pas une maladie que c'était pas grave. Dans le sens où, en fait, si, j'avais un terrain qui était vraiment abîmé, ce qu'on appelle épuisé de naissance, donc vraiment peu d'énergie. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour récupérer cette énergie? Et je me souviens, mais vraiment avec précision de ce jour, je pense qu'on doit être en mai ou juin en 2016, où je me suis posée avec mon ordinateur sur les genoux, j'ai commencé à faire des recherches frénétiquement sur Internet parce que je suis très curieuse et que j'adore apprendre. Je suis tombée sur la vidéo d'Irène Grosjean et son message était d'une fulgurance pour moi quand elle dit « Si tu veux être vivant, mange vivant ». J'étais vexée de pas y avoir pensé avant. Voilà, donc je pense que la majorité des gens qui s'intéressent à l'alimentation vivante connaissent Irène Grosjean et son message. Et voilà, et du coup j'ai approfondi, j'ai creusé, je suis allée me nourrir aussi de plein d'autres sources. Et je me suis mis tout de suite, c'était évident. J'ai arrêté de me poser des questions. J'ai vu des améliorations, parfois des choses du jour au lendemain, parfois des choses qui mettent plus de temps. Quand on a un profil
voilà, comme je disais, des puisées de naissance, ça met plus de temps, donc vont déminéraliser, etc. Mais c'était incroyable et du coup, c'était plus fort que moi. Moi qui tergiversais depuis des années à me dire: «Oh, je voudrais monter tel projet, tel projet». J'avais pas vraiment de job, j'enchaînais des missions parce que j'étais déjà entrepreneuse. Là, ça a été évident. Je me suis dit: «OK, je donne déjà des cours, en couture en l'occurrence. Je vais faire des cours de cuisine. Faut que je partage ça autour de moi. C'est tellement génial. Je peux pas garder ça pour moi». D'accord, c'est ce qui a donné naissance aux croquantes. Ouais, voilà. Mais alors, tu peux nous dire un petit peu, parce que tu disais tout à l'heure que tu étais déjà végétarienne, j'imagine avec une alimentation plutôt de qualité biologique de par ta maman. Mais finalement, c'était pas une alimentation qui t'amenait de la vitalité? Non, clairement. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est bien entendu, le fait que la majorité de ce qu'on mange est cuit, donc dévitalisé en quelque sorte. Et aussi, si vraiment on enlève bien entendu tous les aliments transformés, ultra transformés qui sont évidemment, à 99% mauvais pour la santé, pour moi, il y a quand même, 2 choses dans notre alimentation qui coincent vraiment, c'est les produits laitiers et tout ce qui va être les graines, les céréales, et cetera. Mmh. Pour moi, de ma vision, les produits laitiers, c'est fait pour les enfants, les bébés des animaux, même s'ils sont, crus d'hyper bonne qualité, et cetera. Et les graines, c'est fait pour les oiseaux. Qu'est-ce que tu entends par, graines? Oui, alors c'est une bonne question. Moi, je fais un grand fourre-tout. Je mets dedans, vraiment toutes les céréales, les pseudo-céréales, les oléagineux, les légumineuses, et cetera. Parce que ma vision des choses, et à chaque fois que je me pose des questions, je m'en remets à ça, c'est de me dire: «OK, là, dans la nature, si j'étais dans un endroit, vraiment toute seule au beau milieu de la nature, comment est-ce que je me nourrirais?» D'accord. Et jamais je tomberais sur un tas d'1 kilo de riz ou de sarrasin cuit, prêt à être dégusté. Ou si je tombe sur un champ, bah, déjà faut tomber sur un champ je sais pas, de riz, de maïs, j'en sais rien, ou un arbre avec des noix, et cetera. OK, je vais manger 10 graines, mais c'est tout. Je vais aller manger autre chose de plus nutritif, moins, pénible à décortiquer, et cetera, quoi. Oui, tu parles aussi, en termes de quantité. Bah oui, on en C'est mange certain. beaucoup trop. Alors je dis pas qu'il faut en manger 0, mais d'après moi, on en mange, mais 100 fois trop, quoi. On en mange trop. Et tu peux revenir sur les produits laitiers? Nous expliquer un petit peu ce qui est problématique selon toi? Vraiment de ma conception, de tout ce que j'ai compris, bon, déjà, c'est juste pas fait pour nous. Il y a des hormones de croissance qui sont faites pour des animaux en croissance. Moi, je sais que j'ai été biberonnée, mais c'est pas de la faute, spécifiquement de mes parents. C'est moi, j'adorais les produits laitiers et je buvais des litres et des litres de lait dans toute mon enfance, je m'en souviens. Puis Et je je c'était l'époque, hein, tu te souviens de la Oui, publicité, «Les produits laitiers sont nos amis». Il y mon a quand même avis. eu un sacré lobby pour la vie en plus, hein, pour la vie. Il y a quand même du lobbying derrière, hein, donc bon. Je finissais les sachets de d'emmental râpé, au goûter. Bref, donc c'est hyper, donc et du coup, ça donne des physiologies exactement, celles que j'ai. Donc maintenant, je comprends vraiment les physiologies aussi quand je les vois, je sais les analyser. Donc c'est des personnes souvent grandes, fines et aussi qui ont, voilà, de la peau blanche, qui ont peu de forme parce qu'en fait, ça fait pousser trop vite tout d'un coup, en fait, toutes ces hormones de croissance qui sont pas bonnes pour nous. Et puis, on dit aussi beaucoup que les produits laitiers sont très, mucogènes, donc ça crée du mucus, donc c'est tout ce qui fait, ce qui encrasse et qui fait qu'on est, enrhumé, et cetera, voire plus, beaucoup en hiver, quoi. Oui, oui, et très inflammatoire aussi au niveau de l'intestin. Voilà, ouais, ouais, tout à fait. C'est addictif, et cetera. Mmh mh. Et puis, pareil, je pense qu'en termes de quantité aussi, on est allé bien au-delà du raisonnable. C'est ça, parce que moi, il y a des personnes, avec qui je discute autour de l'alimentation ancestrale, et cetera, qui me disent: «Oui, mais bon, c'est normal, de consommer des produits laitiers», je finis ma phrase, mais alors, OK, si, tu un nomade, que t'as des pâturages avec toi, que tu les transportes, c'est voilà, que vous voyagez avec eux, ces animaux, ils vont se reproduire une fois dans l'année et tu vas tirer du lait, très ponctuellement et ça va être sur quelques semaines et après il y en a plus. Et puis c'est à la main.
Ben oui. Tu sais, ça me fait penser, il y a quelques semaines, j'ai été dans une ferme avec mes enfants, avec mes filles. Et une ferme qui est réputée, tu vois, pour le bien-être animal, tout ça. Et on a vu un manège de traite. Voilà, je connaissais pas. Et franchement, ça m'a vraiment fait mal au cœur de voir ces vaches avec tous ces appareils de traite sur les pieds. Et puis tu voyais qu'avec leurs pattes, elles essayaient de les enlever. Et là, franchement, et ça fait vraiment mal au cœur. Et tu te dis, alors que pourtant le lait, il est vendu. Bah, c'est le lait de la ferme, il est de bonne qualité, les vaches sont en extérieur. Mais en fait, ça fait réfléchir. Une fois que tu te rends compte de ce que c'est et que c'est pas juste la bouteille de lait que t'as dans le frigo, mais pour ça, il faut se questionner. Oui. Et alors, pour compléter ton histoire, j'ai fait la même chose il y a pas longtemps. Et moi aussi, ce qui m'a perturbée, c'est de voir les bébés veaux qui sont extraits de leur mère et qui sont mis dans des espèces de des niches géantes qui sont faites pour les veaux et qui ne peuvent pas téter leur mère. Et en fait, on récupère, donc l'éleveur récupère le lait et il donne le lait dans un espèce de seau biberon et ils peuvent pas téter leur mère. C'est horrible. Franchement, moi en plus, je donne encore le sein à mon bébé. Je trouve ça vraiment horrible. Ouais. Pour revenir à l'alimentation vivante, j'aimerais que tu nous expliques, parce qu'il y a une distinction qu'on fait pour les, comment dire, les aguerris du sujet, entre l'alimentation crue et l'alimentation vivante. Oui, Est-ce que tout à tu fait. pourrais un petit peu revenir sur cette distinction et aussi préciser vraiment les vertus et les bienfaits d'une alimentation vivante? Qu'est-ce que ça nous apporte par rapport à du cru? Ouais, je vais commencer par là. L'idée, c'est que j'aime bien présenter ça sous forme d'un thermomètre. Donc, on va visualiser un thermomètre et petit à petit, plus on va augmenter la température de cuisson, plus il va y avoir de dégradation de molécules, de nutriments, etc. Et donc, à partir de 42 degrés, c'est ce qu'on appelle les enzymes qui vont être détruites très très vite. Dans les premiers degrés, elles perdurent pas. Et donc, les enzymes, elles ont énormément de rôles, mais un de leurs rôles, les enzymes qui sont dans les aliments, elles aident notamment à la digestion. Donc quand on dit oui, je n'arrive pas à digérer le cru, tu n'arrives plus à digérer le cru parce que tes intestins sont très abîmés. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas essayer d'abord. Et en plus, les aliments sont bien faits dans la nature. Donc on augmente encore un petit peu, ça va être toutes les vitamines. Par exemple, la vitamine C, au-delà de 65 degrés, il y en a plus. Enfin, il y en a d'autres, c'est avant, il y en a d'autres, c'est un peu plus au-dessus. Mais généralement, quand on arrive à 100 degrés, il y a plus de vitamines. Et puis, autour des 100 degrés, justement, il y a une précipitation des minéraux. Donc, il y a beaucoup de minéraux, pas tous, heureusement, sinon on serait tous déminéralisés, mais qui redeviennent sous forme inorganique. Donc, il y a 3 formes des minéraux. Il y a les minéraux inorganiques, donc c'est ceux qui vont... là, pardon, je tombe. C'est ceux qui vont de mon ballon. Les minéraux inorganiques, c'est ceux qui sont contenus dans la terre que les plantes transforment pour qu'on puisse les consommer. Donc à la base, c'est des cailloux, littéralement. Les minéraux organiques, c'est ceux qui sont contenus dans les plantes pour qu'on puisse les consommer. Il y a la forme colloïdale aussi, mais dont on va pas parler aujourd'hui. Voilà, c'était juste pour refermer la parenthèse. Et puis après, bien sûr, quand on continue d'augmenter les températures, il y a aussi des problématiques avec les huiles qui deviennent trans, toutes les molécules de Maillard, etc. Et au bout d'un moment, on a des aliments c'est même plus vraiment des aliments, c'est complètement digitalisé, quoi. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, qui était, redis-moi. Alimentation. C'est moi, je t'ai posé 2 questions en même temps, ouais. Oui, alimentation vivante et alimentation crue, quelle est la distinction? Alors, c'est vrai qu'on fait la distinction à l'intérieur du milieu, on va dire, de ce qu'on a fait l'habitude. L'alimentation crue, c'est tout ce qui se mange cru, et l'alimentation vivante, c'est tout ce qui peut repousser. Donc généralement, quand quelqu'un parle d'alimentation vivante, ça va être quelqu'un qui mange principalement végétal. Alors que quelqu'un qui parle d'alimentation crue, il peut inclure des produits animaux. Donc produits animaux, généralement, ça va être des œufs, du poisson, de la viande. Tout simplement. Voilà. Et alors toi, tu as adopté cette alimentation, mais au quotidien, clairement, comment tu fais? Quel est ton secret? Dis-nous tout. Alors c'est rigolo, j'ai eu une image l'autre jour en me disant mais il y a un peu les 4 saisons de l'alimentation vivante. C'est au début
C'est un peu la lune de miel, donc on découvre, on fait plein de recettes originales, goûteuses, un peu complexes aussi, et c'est super chouette, c'est un peu la fête. Et puis juste après, c'est un peu la chute, du genre c'est trop compliqué, j'ai plus le temps, donc soit on lâche l'affaire, soit on mange des trucs à la croque, très brut. Et puis il y a la période encore derrière qui est vraiment l'hiver, pas dans le sens la saison hivernale, mais plus dans le sens voilà, c'est le creux de la vague où on se dit ok, là j'y arrive plus, c'est ça, genre ça rentre pas dans mon quotidien. Mais bon, ça marche pas peu, c'est pas que pour l'alimentation vivante que je dis ça, c'est pour tous les Oui. changements. Au final, c'est souvent comme ça. Où tu te dis c'est pas fait pour moi. Ouais, c'est juste, j'y arrive pas dans mon quotidien, C'est trop. j'aimerais, mais c'est compliqué, etc. J'ai pas les bons réflexes, j'ai pas les habitudes. Et puis il y a un moment où tes symptômes y reviennent, où tu te sens pas très bien, où tu perds de l'énergie, où tu dis ah mais en fait il faudrait que j'y revienne, il faut que je trouve mon rythme. Et là tu t'y remets petit à petit, tu commences à trouver des solutions, tu finis par t'organiser, etc. Et au bout d'un moment t'arrives à avoir une routine. C'est un peu ça que je vois. Mais en tout cas il y a moyen de de sauter les étapes, dans le sens où moi en tout cas je sais que j'ai pratiqué pendant des années, et je suis passée par toutes ces étapes là. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai vraiment mis en place une organisation qui permet au quotidien que ce soit fluide et simple, et que ce soit quand même gourmand, qu'il y ait du plaisir. Moi, je suis quelqu'un de très gourmand, donc s'il n'y a pas de plaisir, je m'ennuie, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est inhérent à la cuisine. La cuisine, l'alimentation, c'est le partage, la générosité, il faut que ce soit un moment de plaisir. Ouais, Je précise quand même que tu es maman d'un petit garçon de 3 ans, donc tu es quand même bien occupée par ailleurs. oui, Tu n'as pas que la cuisine à faire. voilà. Entrepreneur, un bon jardin, une maison pas finie. Voilà. Et alors, quelles sont tes principales astuces? Comment tu fais? Décris-nous un petit peu ton quotidien en cuisine. Ouais, alors on va prendre une espèce de loupe, et puis on va dézoomer Mmh. petit à petit. Donc, par exemple, mon organisation, il y a quelque chose que je fais, par exemple, à peu près une fois par mois. Une fois par mois, je vais prendre un moment et faire batcher un petit peu. Par exemple, je vais me faire des crackers déshydratés. Je vais faire tremper puis déshydrater mes graines. Donc ça va être, je sais pas moi, des amandes, des graines de courge par exemple, etc. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que le trempage rend beaucoup plus digeste, sans entrer dans les détails, mais ça rend beaucoup plus digeste en fait l'assimilation de tout ce qui est contenu dans les oléagineux. Et après, on les déshydrate pour les conserver. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que les graines, elles ont ce qu'on appelle des antinutriments qui empêchent qu'elles germent, qu'elles poussent et qui sont, voilà, qui perturbent l'assimilation et la digestion. Donc, c'est bien d'éliminer ça avant de les manger. Oui, d'autant que dans l'alimentation vivante, il y en a mais partout. Moi, Mmh. je les enlève au maximum, mais on en mange quand même un petit peu. Donc voilà, par exemple des crackers, des graines activées déshydratées, mais je peux faire aussi des préparations que je vais fermenter. Donc je peux me faire un lot de bocaux de lactofermentation. Je peux me faire un lot de choses que je vais mettre à congeler. Je peux me faire des petits steaks végétaux, des choses comme ça. Et puis après, ça va plus être à la semaine. Moi, ce que j'aime bien faire à la semaine, c'est vraiment avoir des choses qui sont coupées à l'avance. Donc je peux préparer des légumes qui vont être coupés à l'avance, je peux les mettre sous vide. Ça marche très bien. Il y a très peu de j'ai un petit, ça s'appelle Bocup, un petit système qui fonctionne très bien, qui met en sous vide n'importe quel bocal en verre. Et donc voilà. Et puis après, j'aime bien aussi du coup autour faire des petites sauces, avoir un petit pâté végétal, des choses comme ça qui sont prêts à grignoter à l'avance, quoi. Mmh. Oui, ce qui te demande pas d'avoir trop de temps de préparation, au moment du repas. Ben c'est ça. En fait, c'est super simple. On sort les aliments, on se fait des assiettes, et en 10 minutes, c'est prêt, quoi. Et tu es 100% alimentation crue? Alors non, et je veux pas du tout mentir sur cet aspect-là en disant il faut que vous mangez 100% cru, machin. Et puis moi, je le fais, donc faites comme moi. Oui, oui, bien sûr. Euh, je pense que j'oscille entre 80 et 99 selon mes envies, les périodes, si je suis avec des proches, etc. Mais c'est ma ligne de conduite principale. C'est vraiment ce qui me fait le plus de bien.
même sans voir le long terme, quand je mets les aliments dans ma bouche, c'est ce qui me réjouit le plus. Parce que je pense que maintenant, je sens, je vais être peut-être habituée au fait que, je sais pas comment dire ça glisse tout seul, c'est naturel, c'est fluide, on sent la vitalité des aliments, que parfois quand ça m'arrive de manger des choses plus cuites, je peux avoir plus de mal à le digérer, je le sens tout de suite, quoi. Tu sais, ça me fait penser, hier, à mon grand désespoir, mes enfants sont arrivés avec un burger le midi offert, très, très gentiment par le papa d'une copine de ma fille, donc ils ont pas pu refuser, donc ils s'en sont délectés, hein, faut dire la vérité, mais quand même mon fils il me dit: «Oh je sens que ça me reste là» et moi j'étais en train de manger des graines germées, je lui dis: «Bah, moi non». C'était rigolo. Donc je comprends tout à fait ce que tu es en train d'expliquer. Et Ouais, puis il y a tout une à fait. sensation de légèreté à la digestion. Oui, exactement. Et ce que tu décris, c'est super intéressant pour toutes celles, qui peut-être ont déjà essayé l'alimentation vivante, qui oscillent et qui ont un peu du mal à y rester. C'est de noter aussi les sensations d'inconfort, des petits symptômes qui vont se révéler, de vraiment de prendre un cahier, de les noter, de se dire: «OK, ça je le relie à tel aliment, tel plat» et cetera. Et du coup, pour les prochaines fois, de se dire: «Bah non, en fait, je veux plus faire ce choix-là pour moi parce Mmh. que je sais que ça va pas me faire du bien». Exactement, revenir à son corps et revenir à ses sensations. Et c'est ça qui permet après d'aller dans un cercle vertueux, sans être, dogmatique ou, se faire trop violence, mais tester des choses et puis après, y revenir, être, doux avec, soi-même parce qu'on fait du mieux qu'on peut, c'est pas toujours évident. Je voudrais revenir avant qu'on rediscute un petit peu des objections qu'on pourrait faire, sur l'alimentation crue, en tout cas de ce qu'on pourrait t'opposer. Est-ce que tu peux nous dire quelles étaient tes manifestations qui t'ont poussé à t'intéresser à ça? Qu'est-ce que tu avais qui faisait que tu te disais: «Non, je suis pas en pleine forme»? Alors, ça, je vous invite à faire tous l'exercice que j'ai fait à l'époque. C'était en 2017, je pense. À un moment donné, j'ai posé sur une feuille de papier tous les symptômes. Donc, ce que j'appelle symptômes, ça peut être aussi des petites maladies, je sais pas moi, des rhumes, des Inconfort? éruptions, des voilà. De noter tout ce que vous avez déjà ressenti au moins une fois dans votre vie sur une feuille. Moi, j'en avais noté au moins une centaine. Mmh. Peut paraître énorme, mais je suis persuadée que tout le monde en a à peu près cette quantité-là. Et j'avais, voilà des problèmes, j'avais un transit vraiment bloqué, donc constipation. Du coup, quand tu as ça, tu as des migraines, tu as aussi, c'est souvent lié avec, de l'insomnie. J'avais énormément soif et je buvais, ça changeait rien, j'avais toujours aussi soif. J'avais de la frilosité, donc surtout aux extrémités. Qu'est-ce que je peux noter d'autre? J'étais très blanche, très sensible au soleil. J'ai hérité d'une peau de rousse, mais pour moi, j'ai plus du tout une peau de rousse maintenant. Oui, oui, tu as très bonne mine d'ailleurs, je trouve. Enfin, les auditeurs ne te verront pas, mais tu es radieuse. Qu'est-ce que je peux, citer d'autre après? Voilà, des problèmes de peau, des une légère myopie. Enfin voilà, c'est plein de petits Mmh. trucs où tu dis: «Bah ouais, bon OK, C'est c'est comme ça. l'âge, OK, c'est la vie, machin, c'est comme ça». Mais non! Mmh. Mais parce C'est normal. qu'aussi, on nous dit, tu sais, ça me fait penser, à tous ces petits maux que tu peux ressentir pendant la grossesse. Tu en as peut-être eu? Oui, oui. Où on te dit, «Bon, c'est la grossesse, c'est comme ça, quoi». En fait, non, enfin, quand tu as les jambes trop lourdes, que tu arrives plus à dormir, enfin, si on arrive à ce que tu sois bien pendant cette période qui est quand même une période, assez exceptionnelle de la vie, c'est quand même super, tu vois? Donc, prendre un petit peu moins de poids, ne pas avoir de migraines, se sentir légère, enfin ça change quand même la vie. C'est sûr. Et tu parlais du transit, alors c'est intéressant parce que, déjà faut quand même bien avoir en tête qu'un transit régulier, c'est à minima tous les jours, mais pas tous les 2 ou 3 jours C'est et clair. on fait pas souvent le lien avec la migraine. Oui, tout à fait. Mais donc ça c'est Et intéressant de le souligner. oui, juste avant, je rebondis sur ce que tu dis par rapport Mmh. aux femmes, à leur cycle et tout et cetera, sur leur cycle sur une vie, je veux dire et pendant la période de grossesse et aussi tout le reste du temps, on ne parle jamais des SPM et des Complètement. et de l'endométriose qui est vraiment devenue monnaie courante aussi chez Mmh. les femmes aujourd'hui et pour moi, il va falloir que je fasse quelque chose, à ma hauteur pour, À ce changer les sujet-là. choses à ce niveau-là parce que
moi, je m'en suis débarrassée et et j'avais des gros SPM aussi à un moment donné de ma vie et ça change la vie. Et en fait, là, je vais faire le pont avec les intestins. En fait, c'est aussi simple que de dire c'est dans la même zone. Généralement, c'est lié aux intestins. Pour la grande majorité des femmes, elles ont des désordres intestinaux parce que quand il y a une inflammation qui est trop grosse au niveau des intestins, et ben forcément, ça touche les autres organes. Et donc, ça va aussi mettre le bazar dans toute la sphère génitale féminine. Et, euh, et donc, ce qu'il faut savoir aussi par rapport aux migraines, c'est que il y a le nerf vague qui lie les intestins à toute la sphère cérébrale, et que donc pendant des années, on a pensé que la direction était davantage de la tête vers les intestins. Aujourd'hui, on sait que c'est 80% l'inverse. L'inverse, ouais. Voilà, et qu'en fait, quand on a généralement des émotions aussi, des états qui sont où on se sent pas très bien et on se dit ouais, je suis dans une période compliquée, on peut-être semi-dépression, etc. Souvent, la majorité du temps, c'est lié à l'état intestinal. On dit d'ailleurs que nous sommes gouvernés par nos bactéries. Ouais, tout Nos à fait. bactéries intestinales. Et on lit la dépression notamment, beaucoup de la maladie de Parkinson aussi, qui trouve son origine dans les intestins. Donc oui, c'est le sujet. En tout cas, en naturopathie, c'est un organe qu'on chouchoute, on va dire. Oui, et quand on sait qu'il y a, j'ai vu une stat récemment, qu'il y a la majorité des Français qui vont à la selle 3 fois par semaine, c'est un peu flippant, quoi. La France ne peut pas aller bien. Alors, pour revenir sur l'alimentation vivante, j'imagine qu'il y a des choses qu'on doit objecter assez régulièrement, du style, je vais avoir faim ou c'est refroidissant. Commencer par exemple, donc là, à l'heure où nous enregistrons, nous sommes au mois de septembre, mais on sent que déjà les assiettes commencent à se réchauffer un petit peu. À l'approche de l'hiver, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça? Oui. Alors pour ce qui est, au niveau de la faim et de l'appétit, c'est clair que si on mange que des légumes et des fruits qui sont très aqueux, donc il y a des fruits qui sont plus denses, il y a des légumes qui sont plus denses, donc par exemple les légumes racines, c'est plus dense, c'est moins aqueux, etc. Oui, là du coup, déjà on peut avoir faim, clairement, et je connais j'aime pas trop ce terme parce que j'aime pas les étiquettes, mais on va simplifier en disant des crudivores, de par le monde, qui mangent quasiment que végétal et qui en fait mangent toute la journée et des quantités énormes. Voilà, moi je sais que c'est pas quelque chose qui me convient. Moi j'essaie de manger juste ce qu'il faut, pas plus que ça, et voilà, j'ai pas envie de passer des heures à table, même si je suis gourmande. Donc il faut aller chercher la satiété dans la densité des aliments, et les aliments qui sont denses, ça va être principalement les protéines, ça on le sait, même s'il faut pas en abuser non plus parce que à un moment donné ça peut être aussi inflammatoire, etc. Mais aller chercher des bonnes protéines végétales. Tu parlais des graines germées, ça c'est un must. On peut manger des énormes quantités de graines germées, c'est le meilleur moyen de consommer des graines pour le coup. C'est bourré d'acides aminés, voilà, de micronutriments, etc. Et les algues. Les algues et la spiruline, qui est pas exactement une algue, mais alors on va pas rentrer dans les détails là, mais pour moi, si on a des graines germées, des algues et de la spiruline quasi au quotidien dans son alimentation, on peut aller chercher du coup beaucoup plus facilement cette satiété grâce à l'apport protéique, quoi. Après, on peut manger quelques poignées d'oléagineux de temps en temps, mais il faut faire attention à toutes les recettes que vous trouvez sur internet de raw food qui sont du coup pleines d'oléagineux, de noix de cajou qui sont même pas crues, etc. Venez chercher des recettes chez les croquantes si vous voulez en trouver, il y en a moins. Et après, moi, je prône pas le végétalisme pour tous et pour tout le monde en permanence. Je pense qu'on peut avoir des saisons, des périodes végétales, et je pense qu'il y a des saisons où c'est pas propice. Et donc manger des œufs. Moi, je suis au bord de la mer, je mange parfois un peu de poisson aussi, voilà. C'est ok, et il faut le dire. Et après, la satiété, donc sur les autres aliments, ça va être plutôt donc les fruits qui vont être plus denses et moins aqueux, donc par exemple la banane. Et puis dans les légumes, ça va être, on l'a dit tout à l'heure, tous les légumes racines, les choux aussi. Et puis les matières grasses.
bien sûr, apportent leur lot on va dire, de densité nutritionnelle, mais en sachant que moi, je préfère aller chercher les aliments desquels on extrait de l'huile, donc manger des noix de coco, manger des olives et manger des avocats, plutôt que d'aller consommer de l'huile, parce que une fois que c'est extrait, pour moi, en fait, on a vite tendance à en mettre trop dans nos assiettes, pardon, et du coup, il peut vraiment y avoir un phénomène en fait qui va être à notre désavantage au niveau de la digestion des lipides, parce qu'il y en aura trop, surtout si on a mangé des fruits à côté dans le même repas. Ça peut être très vite too much. Et du coup, c'est vrai que, par rapport à ce que tu disais, on me pose aussi beaucoup la question, ça revient beaucoup de: «Oui, mais l'alimentation, chinoise ou ayurvédique, mon profil, me dit qu'il ne faut pas que je mange de cru et cetera». Pour moi, ça, j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est une mésinterprétation, des textes, anciens, dans le sens où ça vient avec ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'il y a des aliments qui vont crus, donc qui vont être denses, qui vont avoir un côté yang, donc réchauffant, et des aliments qui vont être yin, donc refroidissants. Et donc, si on te dit, bah, il faut pas que tu manges cru, non, c'est une erreur. Il faut juste pas que tu manges froid. Il faut pas que tu manges refroidissant. Peut-être pour toi, il faut que tu ailles sur des aliments crus mais denses, quitte à réchauffer un peu, mais pas non plus. Oui, voilà, tu peux nous en parler de ça? Parce que je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens, on associe le cru à quelque chose de froid. Oui, tout à fait. Bah, déjà, on mange pas froid sorti du frigo, on mange à température ambiante, ça change quand même beaucoup. Ça, c'est intéressant déjà parce que ça Oui, c'est quand même pas la même chose, ouais. Mmh. c'est sûr. Ouais, parce qu'à 4 ou 5 degrés, ça peut Ah, être pour le coup, c'est désagréable. refroidissant. Donc ça va quand il fait chaud, mais en hiver, c'est moins agréable. Exactement. Alors, sans réchauffer thermiquement, déjà, il y a un truc très simple, c'est quand on met des épices dans un plat, déjà ça réchauffe, Mmh. tout simplement. Et puis après, il y a des techniques, du genre faire des soupes, crues. Donc on va mettre, dans un blender des aliments et on va mettre de l'eau bouillante par-dessus ou très chaude, pas obligé de mettre bouillante, mais du coup, en mixant, l'eau on va déguster la soupe tout de suite et elle va être, pile poil tiède à une température agréable. Après, on peut faire un petit bain-marie. Moi, ce que je fais aussi, c'est de réchauffer des aliments au déshydrateur. Faut le mettre à peu près 1 heure au déshydrateur, à 50 degrés à peu près, et on peut manger un peu plus chaud l'hiver. Après, comme on disait, on n'est pas dans le dogmatisme non plus. Nous, on se fait des soupes, des bouillons aussi l'hiver de temps en temps, c'est agréable, hein. Oui, oui, bien sûr et puis il faut trouver aussi, l'idée de cet épisode, c'est de donner l'élan de découvrir, de s'intéresser, de voir que ça peut être possible, d'intégrer des choses, des nouveautés, de tester sans forcément après chacun fait les choses, à son rythme et puis ce qui peut correspondre à l'un est peut-être plus compliqué pour l'autre, tu vois? Il faut voilà, moi je dis toujours le principal c'est de revenir, à ses sensations et Mmh. parfois ce qui va un temps, tu l'as dit tout à l'heure, hein, qui est bon à une période de la vie et peut-être, moins à une autre. Donc, toujours, individualiser et le propre de la naturopathie. Tout à Je fait. je me posais la question s'il pouvait pas y avoir un petit effet détox quand tu commençais l'alimentation, crue? Ah bien sûr, au contraire, il y a carrément un effet détox. Mais c'est bien. Au début, ça peut être un peu perturbant. C'est pour ça que moi, je recommande pas forcément d'y aller tout d'un coup, surtout si on a un profil un peu, épuisé comme le mien que j'ai décrit, tout à l'heure. Donc plutôt frileux, plutôt, longiligne, souvent un peu, mince et cetera, voilà. Vaut mieux y aller petit à petit, en intégrer un peu, petit à petit, jour après jour. Mais oui, bien sûr qu'il y a un côté, détox et au contraire, ça fait du bien et même c'est des détox à des niveaux qu'on n'imagine pas forcément, dans le sens où, moi j'ai remarqué que en détoxinant vraiment, mon corps au niveau alimentaire, j'ai aussi nettoyé des émotions. Mmh. Parce qu'on sait très bien que les émotions sont engrammées aussi dans nos organes. Par exemple, la colère dans le foie, la tristesse dans les poumons, la peur, dans les reins et cetera, et que quand on travaille sur le nettoyage de ces émonctoires. Donc voilà, on a dit le foie, les reins, les poumons, les intestins et cetera, et ben, en fait, on nettoie aussi des vieilles émotions, des vieilles histoires, des choses qui sont engrammées dans nos tissus. Parfois, on en a même pas conscience. Ouais. Quand ça se fait, on s'en rend compte plus tard quand, bah, la difficulté ou la blessure, vient à nous. On se dit: «Oh mais non, on n'a plus envie de réagir quoi, ça nous passe au-dessus de la Mmh. tête». Ah, c'est marrant, j'ai vachement changé en fait maintenant. Oui, c'est ça, Mmh exactement. mh.
Et comment ça peut se manifester, ces petits effets détox? C'est très intéressant. Ça, il y a une loi, comment elle s'appelle? Ça va me revenir. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être après. Donc il y a une loi qui dit que, il y a plein de lois dans l'univers, hein, il n'y a pas que la loi de la pesanteur, qui dit qu'en fait, quand on commence à mettre dans notre corps quelque chose qui n'est pas adapté, je prends l'exemple de la cigarette, par exemple. Quand on commence à fumer, on va énormément tousser, on va avoir beaucoup de symptômes, le corps, il va faire du rejet. Mais à force de continuer, quand on s'entête qu'on va absolument se mettre à fumer pour faire comme les amis, les copains, le corps, il va arrêter, il va se mettre en mode sourdine. Tu sais, comme quand tu mets ton téléphone en mode silencieux, il va se mettre en mode sourdine parce qu'en fait, ça lui demande trop d'énergie d'envoyer tout le temps ses symptômes. Et si tu te mets du coup du jour au lendemain à arrêter de fumer, tu vas aussi avoir à nouveau des symptômes pour refaire sortir ces toxines qui sont dans ton corps. Donc ça peut être de la toux, mais ça peut être autre chose. Et ça, voilà, je sais plus comment s'appelle cette loi, ça m'en reviendra peut-être plus tard. Mais du coup, c'est hyper intéressant de se dire, mais en fait, si on ressent des symptômes désagréables, c'est pas forcément que C'est mauvais. voilà, que c'est mauvais, qu'on est malade entre guillemets, qu'on a chopé. Moi, j'y crois pas à tout ça, mais voilà. Mais ça peut être, et c'est très souvent le cas quand on fait une détox, que en fait, c'est l'entrée et la sortie de tolérance. Voilà, qu'on est en train de faire une sortie de tolérance et que du coup, on refait des symptômes pour faire sortir ces matières à l'intérieur de nous. Au contraire, ce sont plutôt des manifestations de vitalité de l'organisme. Tout à fait, parce que quelqu'un qui n'est jamais malade, jamais, 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 ça peut être aussi inquiétant et on a vu aussi souvent que les personnes qui déclaraient d'un seul coup des cancers en stade, je sais pas 3 ou et cetera, c'est des personnes qui sont pas malades depuis des années parce que le corps n'a plus la vitalité sur les symptômes. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a une alimentation, on va dire, classique et qui souhaiterait, en tout cas, intégrer une part de cru plus importante dans son assiette, sans toutefois avoir trop de manifestations désagréables? Par quoi tu l'inviterais à commencer? À ajouter d'abord, ajouter beaucoup avant de retirer. Alors, quand même retirer tous les produits, Industriel et raffiné. voilà, industriels, ultra transformés, et cetera. Et puis, ce que je recommande principalement, c'est une fois qu'on a enlevé tous les aliments ultra transformés, ça va être d'ajouter plutôt que d'enlever. Donc, ajouter, par exemple, en début de repas, manger autant de fruits qu'on a envie. Sauf si c'est trop refroidissant, on peut manger une carotte à la croque, voilà, et cetera. Des crudités, qu'elles soient des légumes, des fruits, des crudités. Ajouter, si on peut aussi, des jus de légumes. On sait que c'est aussi excellent pour la reminéralisation, la détoxination, et cetera. Et ajouter, moi ce que j'adore, c'est les graines germées aussi. Voilà, on en a parlé, les graines germées pour moi c'est un must. Et puis si on n'a pas envie de les faire soi-même, en plus on peut les acheter, ça se trouve facilement en magasin bio. Donc voilà, ajouter petit à petit. Et puis au bout d'un moment, le corps va naturellement, avec le temps, avoir moins envie de tous ces aliments qui sont trop cuits, qui sont trop loin de notre physiologie, et cetera. Le palais va changer, le goût va changer, la sensibilité va changer, l'instinct va changer, parce qu'on a un instinct aussi alimentaire. Et là, du coup, à ce moment-là, ça vaut le coup petit à petit de peut-être aller chercher à apprendre des nouvelles recettes, changer davantage son quotidien, quoi. Ça, c'est très vrai que les goûts changent. Quand on teste de nouvelles choses, je pense que le corps apprécie. Il y a une évolution qui se fait, ça c'est indéniable. Et est-ce que je me posais la question parce que tu sais, moi j'ai 4 enfants et alors bon, ils sont familiers de toutes ces choses-là, mais c'est quand même pas le lot de tout le monde. Donc, qu'est-ce que tu pourrais me proposer d'un peu ludique ou qui pourrait, en tout cas, les amener vers une alimentation crue? Alors avec mon fils, j'ai pas mal expérimenté. Alors déjà le plus simple, c'est les fruits. Tous les enfants aiment les fruits. Ça, c'est vrai. Crus. Donc donnez-leur les fruits qu'ils aiment en quantité qui leur convient. Pas de restriction là-dessus. Vous pouvez mettre un panier de fruits dans votre cuisine en libre service pour qu'ils puissent en manger quand ils ont un petit creux. Voilà, ça c'est vraiment la chose la plus simple qu'on peut faire. Et après,
moi, pour moi, faut les emmener en cuisine avec nous. Et ça, c'est vraiment, j'adore aussi la pédagogie, etc. Comment est-ce qu'on élève des enfants? Je m'intéresse énormément à ça. Et donc, j'ai toujours fait participer mon fils voilà, à la vie de la maison et aussi en cuisine. Et du coup, il adore ça. Et il y a un instrument que je vous invite vraiment à vous procurer. Je fais une micro parenthèse. Pour moi, si vous voulez vous mettre un peu plus à l'alimentation vivante, c'est pas la peine d'acheter des gros blenders à 600 €, etc. Pour moi, il y a 3 instruments vraiment essentiels. C'est un grand couteau de chef pour pouvoir vraiment couper facilement les légumes. Il faut apprendre les découpes avec pour pas se couper les doigts. Un petit blender, pas un gros, un petit pour faire des sauces, des petites quantités de smoothies, des pâtés, etc. Et le troisième, celui dont je voulais parler juste avant, c'est un spiraliseur. Un spiraliseur, ça ressemble un peu à un pelle-pomme, mais c'est pas un pelle-pomme. On peut mettre quasiment n'importe quel légume dedans et ça va faire des spaghettis de légumes. Et ça, c'est hyper ludique, même avec les adultes, à chaque fois que je reçois du monde à la maison. Ah, mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Bah tiens, prends le spiraliseur. Oh, mais c'est génial, j'adore, moi aussi j'en veux un, c'est trop bien. Donc ça plaît à tout le monde, les enfants ils adorent ça. Et puis voilà, après faire avec les enfants, c'est hyper important pour leur montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, pour leur donner en fait envie. Ça paraît tout bête, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais c'est juste une évidence. Une fois qu'on l'a pratiqué, on se rend compte que ça leur donne beaucoup plus envie. Moi après pour ces repas d'école, j'ai des petits emporte-pièces où parfois je fais des petites découpes dans des légumes en forme d'étoiles ou de cœurs, Oui. plus mignon. Et ce que j'ai remarqué en discutant aussi avec beaucoup de mamans, c'est que les enfants préfèrent les choses brutes et peu travaillées, peu transformées. Et généralement, quand je fais des choses où on n'arrive plus à reconnaître le légume ou le fruit, ça donne beaucoup moins envie. Et ça aussi, j'ai plein de mamans qui m'ont confirmé la même chose. Voilà, donc limite mon fils préfère manger les espèces de petits morceaux qui restent quand on fait les spaghettis de légumes, voilà, des petits Oui. voilà, plutôt que de manger les spaghettis. Mais c'est pas grave, il m'a aidé à les faire quand même. Oui, puis après, ils sont tellement fiers aussi de pouvoir montrer le plat qu'ils ont préparé. Donc ça compte Oui, aussi énormément. c'est sûr. Bon, il fallait absolument qu'on parle de quelque chose avant qu'on termine cet épisode. Ce sont tes fromages. Parce que oui, tu fais du fromage. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Exactement. Alors c'est rigolo, vraiment quand j'ai découvert l'alimentation vivante, un des premiers trucs que j'ai réalisé, c'est de me dire: «Mais attends, mais il y a beaucoup trop d'oléagineux dans cette alimentation» et du coup, j'ai vite compris que la meilleure, façon de les consommer, c'était déjà de les faire tremper, mais aussi de les faire fermenter. Et donc je me suis intéressée aux fromages végétaux. Donc j'ai écumé tous les livres, tout l'internet possible et imaginable pour vraiment aller voir ce qui se faisait parce que quand quand j'investis quelque chose, moi, c'est toujours, j'y vais à fond. Hem et du coup, j'ai passé 6 mois dans ma cuisine à faire plein de tests, à faire fermenter tous les oléagineux possibles avec des combinaisons rigolotes parce que je voulais aussi mimer certains, fromages qu'on a l'habitude de manger et au bout de 6 mois, à faire énormément de tests, à faire des apéros avec des copains, etc. J'ai sorti un livre, donc c'était en 2019, qui s'appelle Fromages végétaux et crus. Et de ma connaissance, ça fait 6 ans qu'il est sorti, de ma connaissance, il y a toujours pas de livre qui peut être équivalent à celui-là parce que tous les autres, il y a toujours des produits, des espèces de farines amidonnées, des fromages qui sont cuits. Mais pour moi, du coup, qui enlèvent tout l'intérêt du fromage parce que même un fromage laitier de vache ou de chèvre ou quoi, si on doit en manger, il faut que ce soit du lait cru. On évite le pasteurisé. Donc là, c'est pareil. Pour moi, si je fais des fromages végétaux, il faut qu'ils soient crus pour qu'il y ait tous les bénéfices des enzymes, de toutes les petites bactéries qui se sont développées, etc. Et donc voilà, j'ai développé plus d'une vingtaine de recettes de fromages végétaux. Certains qui sont très faciles, certains qui sont un peu plus sophistiqués pour les jours de fête. Et ça, c'est réalisable beaucoup plus facilement que des fromages laitiers. Si vous avez déjà testé de faire des fromages laitiers, ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois à affiner, hein, on peut le faire à la maison. Les fromages végétaux, moi j'en ai qui sont instantanés, et la plupart qui affinent, c'est 1 semaine à 10 jours.
Très intéressant. Donc c'est rapide et on peut le faire avec plein d'oléagineux. J'ai limité au maximum l'usage des noix de cajou parce qu'elles sont pas crues. Donc on utilise plein d'autres noix, des amandes, des tournesols, des choses beaucoup plus locales. Ça attise ma curiosité. J'ai jamais testé, donc je pense que je vais me procurer ce livre incessamment sous peu. Je mettrai bien sûr tout ça dans les notes de l'épisode. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de tes activités pour que les auditeurs sachent tout? Ouais, bien sûr. Je suis beaucoup active sur Instagram, donc @lescroquantes, voilà. Et j'ai une chaîne YouTube aussi où je partage des recettes, d'autres conseils aussi parce que je forme aussi des personnes à en faire leur métier. Et notamment, j'accompagne aussi pas mal de naturopathes, entre autres, qui veulent compléter leur activité avec le cru, ce qu'on appelle la cuisine. Voilà. Donc il y a pas mal d'infos sur ces 2 réseaux-là. J'ai un site internet et il y a aussi ce livre-là que j'ai auto-édité, qui est dispo dans n'importe quelle librairie aujourd'hui en francophonie. Voilà. Alors, je précise juste que Les Croquantes, c'est CRAW. Tout à fait. Voilà. C'est un bon mot parce que raw, ça veut dire cru en anglais. Exactement. C'est une très bonne idée d'ailleurs. Eh ben, merci beaucoup, Ariane. Eh ben, c'est moi qui te remercie, Camille, avec grand plaisir. Merci pour tous tes partages. À bientôt. À bientôt. Merci d'écouter Les Lois Naturelles. Pour prolonger l'aventure, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, et abonnez-vous à la newsletter du podcast pour recevoir des conseils et des ressources en exclusivité. Et si vous souhaitez un suivi personnalisé, je serai ravie de vous accompagner en consultation individuelle sur votre chemin de santé naturelle. À très vite dans le prochain épisode, prenez soin de vous.